Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc pour cette 5e partie du livre de Diana Wallstatt, Ecology of the Plant and Aquarium, à propos des sources de nutriments pour les plantes. Je vous rassure tout de suite, cette partie sera plus simple à appréhender que la partie précédente au sujet des bactéries. Cette partie est normalement relativement courte, car il s'agit seulement de présenter les conclusions d'une expérience menée par Diana Wallstatt. Le chapitre dans le livre est un peu plus long parce qu'elle y décrit le protocole expérimental qu'elle va appliquer à un aquarium, les différentes mesures qu'elle va faire dessus. Ici, bien sûr, ça serait un petit peu long d'exposer ces détails que vous pouvez retrouver dans le livre. Par contre, on va exposer ici donc les conclusions de son expérience, de ces différentes mesures au sujet des nutriments. Nous allons voir ainsi d'où viennent les nutriments et être capable d'assurer un apport complet pour une bonne croissance des plantes. Première source de nutriments pour les plantes, la nourriture pour poissons. Alors qu'elle soit lyophilisée ou congelée ou autre, on a toujours affaire à des organismes ou des restes d'organismes. Donc, dans la nourriture pour poissons, on va retrouver énormément d'éléments essentiels pour les plantes, car il existe entre les différents organismes, que l'on ait affaire à des plantes, des animaux, des bactéries ou autres, une certaine uniformité au niveau des éléments impliqués dans leur construction. Notamment, par exemple, on va trouver 40 à 50% de carbone dans quasiment tous les organismes vivants. Ainsi, cette nourriture pour poissons va assurer une grande partie des éléments essentiels pour les plantes. Les mesures effectuées par l'auteur indiquent que l'apport de nourriture à une population normale de poissons est tout à fait suffisant pour garantir l'apport aux plantes. D'autre part, cette nourriture sera assimilée par deux voies différentes. Pour commencer, une voie assez directe qui est l'émission d'ammonium et de dioxyde de carbone par les animaux, et une voie indirecte par l'intermédiaire des déjections, qui seront retraitées par les animaux détritivores ainsi que par les bactéries, qui vont décomposer ces déjections en éléments plus simples et assimilables par les plantes. Deuxième apport de nutriments, le substrat. Alors par substrat, l'auteur entend le terreau de jardinage. Pas les substrats spéciaux que l'on vend en magasin aquariophile, du terreau de jardinage, tout simplement. Alors pas n'importe lequel quand même, un terreau aussi naturel que possible, sans nitrates ajoutés et autres composés fertilisants divers. Donc un substrat bio, par exemple, conviendra très bien. La fameuse terre de bruyère, la véritable terre de bruyère, est un bon substrat. Ces substrats apportent beaucoup d'oligo-éléments, comme le fer principalement. D'après les mesures de l'auteur, son substrat garantissait un apport d'environ 330 000 mois pour ces plantes, c'est-à-dire l'équivalent de 27 500 ans d'apport en fer. Je pense qu'on est large. Et donc, il n'y a absolument pas besoin de fertiliser en fer dès lors que le substrat est de bonne qualité. Cependant, un bon substrat qui apporte beaucoup de fer ne garantit pas que vos plantes ne seront pas atteintes de chlorose. La chlorose, vous savez, c'est ce jaunissement des feuilles qui indique donc un manque de fer. Or, la présence de fer ne garantit pas que les plantes seront capables d'assimiler ce fer. S'il y a des carences ou des excès en d'autres éléments, eh bien les plantes peuvent se retrouver dans l'incapacité d'assimiler le fer et donc de faire de la chlorose. Donc tout ça est un équilibre assez subtil à préserver entre les divers éléments pour que les plantes puissent profiter de tous ces éléments ensemble. Si un bon substrat nutritif garantit un apport en oligo-éléments et surtout en fer, par contre, il ne garantira pas des apports en azote, en phosphate et en carbone, car ces éléments sont plutôt d'origine organique. Alors cependant, avec le carbone, comme des matières organiques vont venir se mêler au substrat avec le temps, et seront donc dégradées par les bactéries, certains substrats contiennent pas mal de matières organiques d'origine d'ailleurs, eh bien celui-ci va produire du CO2 et une partie de ce CO2 sera diffusée dans l'eau. Les mesures ont montré que des substrats naturels de lac pouvaient émettre jusqu'à 0,23 g de CO2 par kilo de substrat et par jour. Alors évidemment, ce chiffre d'émission de CO2 est variable d'un substrat à un autre, mais ça peut déjà vous apporter une première approximation intéressante pour évaluer grossièrement l'émission de CO2 par votre substrat dans votre bac. Troisième source de nutriments, l'eau.
Alors contrairement à la nourriture pour poissons et aux substrats qui sont des apports relativement contrôlés, relativement sûrs, l'apport par l'eau est déjà plus difficile à évaluer. En effet, selon que l'on a affaire à des eaux de provenance naturelle ou des eaux traitées artificiellement, on ne va pas du tout avoir les mêmes apports, les mêmes minéraux, la même dureté, etc. De manière générale, on peut dire qu'une eau dure garantit un meilleur apport qu'une eau douce. La plupart des plantes se satisfont très bien d'une eau dure, alors que beaucoup de plantes vont avoir tendance à dépérir en eau trop douce. C'est donc la mesure du GH qui va vous donner une indication précieuse sur les qualités nutritionnelles de votre eau pour vos plantes. Attention, avoir un KH égal au GH n'est pas en soi catastrophique, mais cela suppose une eau qui apporte des minéraux, mais pas de manière suffisamment variée. L'idéal, ce serait d'avoir un KH limité avec un GH plus élevé qui indique que l'on a une variété de minéraux et que les plantes trouveront plus facilement leur compte dans cette eau. Attention aux eaux de conduite qui sont parfois artificiellement reminéralisées pour éviter les problèmes de corrosion des canalisations. Leur GH est relevé avec quelques minéraux seulement, mais en réalité cette eau est pauvre et apporte peu de choses aux plantes. Donc, un GH élevé n'est pas nécessairement la garantie d'une eau riche en nutriments pour les plantes. Le mieux, si vous préférez utiliser de l'eau de conduite, c'est de vous renseigner autant que possible sur la qualité de votre eau. En règle générale, les services de distribution entretiennent une information à ce sujet, qui est normalement fiable et devrait vous guider dans vos choix. En conclusion de cette expérience de Diana Wallstatt, ces mesures indiquent que les 3 sources principales de nutriments, à savoir la nourriture, le substrat et l'eau, ont tout ce qu'il faut pour apporter tous les nutriments nécessaires aux plantes et assurer une bonne croissance. Si ces 3 éléments sont de bonne qualité, il n'y a rigoureusement aucun besoin de fertiliser à aucun moment. Ni au début, ni en milieu de vie d'aquarium, nulle part. Gardez à l'esprit que fertiliser un aquarium, c'est aussi lui faire courir le risque de développer des algues. Ces 3 sources sont complémentaires. On ne peut pas se passer de l'une ou de l'autre. Chacune a des apports spécifiques. Évidemment, certaines personnes seront toujours tentées de faire grandir leurs plantes plus vite, en fertilisant, en apportant du CO2, etc. Mais là, on n'est plus dans l'aquarium naturel, d'une part, et d'autre part, le fait de forcer les plantes à grandir plus vite, est-ce vraiment naturel? Est-ce indispensable aux plantes? On n'est pas obligé d'avoir des plantes qui grandissent très vite pour avoir un bel aquarium. Cette 5e partie sur les sources de nutriments pour les plantes est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Likez si vous avez aimé, partagez pour soutenir la vidéo. N'hésitez pas à commenter, poser vos questions. Et nous nous retrouvons bientôt pour une 6e partie sur le carbone. D'ici là, soignez bien vos poissons, amusez-vous bien et à la prochaine.